Bonsoir à tous, bienvenue aux rencontres des savoir-faire. Sur une thématique qui est très propre à l'actualité, mais aussi très propre au mobilier national, puisque s'inspirer d'hier pour repenser demain, je pense que le mobilier national et les manufactures nationales qui ont plus de 4 siècles d'existence, on est dans ce modèle très intéressant où l'hier et le futur, le passé, le présent et le futur ont des points plus que communs, ont vraiment une manière de regarder. Donc ce soir, 4 intervenants et comme d'habitude, la maestria de Grégoire Talon pour présenter les intervenants et pour poser des questions. Je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. Un grand merci à toi, Marc. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir pour les nouvelles perspectives artisanales. Nouvelles perspectives artisanales qui vont nous emmener à nous poser ensemble effectivement la question que Marc vient d'aborder, à savoir comment on pourrait repenser demain avec les savoir-faire d'hier. Et pour aborder cette question qui me paraît essentielle, j'ai la chance d'être en compagnie de 4 spécialistes, de 4 professionnels qui vont venir chacun et chacune nous parler de leur expérience. J'ai nommé Zoé Trick, qui est architecte, formatrice à Amaco, spécialiste de la terre crue et de la construction en terre crue en général, notamment dans le design, mais on en parlera un peu plus. À ses côtés se trouve Judicaël Cornu, designer à l'agence entre autres, qui viendra lui nous parler notamment d'un projet de climatisation naturelle, pardon. Donc il viendra nous parler de climatisation naturelle, non pas de climatisateur, ce qui n'est pas un mot français, je suis absolument désolé. Fabriqué en impression 3D et en céramique. Également avec nous ce soir, Clémence Benezet, bonsoir Clémence, qui est ingénieure R&D à l'Institut français du cheval et de l'équitation, et on parlera de traction équine avec Clémence. Et puis enfin, Clément Bottier, à ma gauche, ici présent, viendra nous parler de colorants naturels, organiques, car il est designer textile et artisan de la couleur. Merci à tous les 4 d'être présents à nos côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir rejoints également. Alors, nous allons parler de futur antérieur, c'est-à-dire de ce futur qu'on va penser à partir de notre passé commun. Et ce passé commun, en fait, on l'imagine souvent comme un point de départ pour aller vers la lumière, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'allers-retours, que le chemin n'est pas une ligne droite, et que parfois, pour aller de l'avant, il faut savoir regarder en arrière. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer cette promenade avec Zoé. Zoé, tu es architecte, mais je sais que tu as également fait une formation d'ingénieur qui ne t'a pas convaincu, puisque tu as abandonné tes études, c'est pas bien. Mais par contre, la réponse, tu l'as trouvée dans un bac à sable, c'est ça, un bac de terre plus exactement, lors d'un stage avec Amaco. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment tu es passé de cette école d'architecte, avec un détour par une école d'ingénieur, à la rencontre avec la Terre, et qu'est-ce qui tout d'un coup, en fait, t'a convaincu que la réponse à tes questions se trouvait là, sous nos pieds ? Alors oui, effectivement, j'ai fait en parallèle de l'école d'architecture une école d'ingénieur que j'ai abandonnée au bout de 3 ans parce que globalement on faisait des maths et de la physique et c'était pas tout à fait ça que je recherchais. Et j'ai découvert Amaco, notamment par sa dimension pédagogique, donc Amaco, atelier matière à construire, où je travaille aujourd'hui, qui fait comprendre par des manips scientifiques très simples et très esthétiques qu'est-ce que c'est que la terre ou qu'est-ce que c'est que les fibres, comment ça se comporte et comment on peut construire avec. Du coup, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, en fait, c'est exactement ça que je voulais trouver en école d'ingé et que j'ai pas eu. Donc, je les ai tannés pour faire un stage chez eux. Et finalement, je suis pas repartie. Globalement, c'est une matière dont on tombe assez facilement amoureux quand on la touche et quand on la travaille. J'avais en parallèle fait pas mal de travaux sur des chantiers de maçonnerie traditionnels en pierre, en terre ou de la charpente. Et c'est la terre qui m'a convaincue. Alors, cette histoire d'amour avec la terre, tu la vis dans un endroit qui s'appelle les Grands Ateliers. Est-ce que tu peux nous décrire, pour qu'on se projette dans ton quotidien d'architecte et de spécialiste de la terre crue, est-ce que tu peux nous décrire cet endroit? Où est-ce que tu travailles? À quoi ça ressemble? Est-ce que vous avez tout le temps les mains dans la terre? Est-ce que vous êtes au grand air du matin au soir? Comment ça se passe aux Grands Ateliers? Ouais.
Donc les grands ateliers, c'est un lieu d'expérimentation qui a été créé dans les années 2000 par les écoles d'architecture, d'art et d'ingénieurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est placé entre Lyon et Grenoble. Et c'est un grand lieu, une grande plateforme équipée à la fois de machines-outils, bois, métal, de machines numériques, et qui accueille les écoles, à l'origine en tout cas, il avait vocation à accueillir les écoles d'architecture, d'art, d'ingénierie pour faire de l'expérimentation à l'échelle 1. Aujourd'hui, donc nous, on est accueillis dans ce lieu-là. Donc on a à la fois nos bureaux et 2 espaces d'atelier, un laboratoire dans lequel on va faire nos analyses de terre, tous nos travaux d'échantillonnage, un espace de prototypage dans lequel on travaille à plus grande échelle, et après on a accès à tous les espaces de halles pour faire les productions notamment de mobilier, aménagement d'intérieur qu'on fabrique, mais aussi du prototypage de panneaux comme ici les panneaux de terre extrudés qu'on a commencé à travailler chez nous. Et donc les grands ateliers, il y a à la fois nous qui travaillons, donc ça va dépendre de quand vous venez. Il y a des moments où on est complètement dans la halle et puis des moments où on est un peu replié dans notre labo à travailler à la petite échelle. Et en parallèle, il y a les écoles qui viennent, beaucoup de formations professionnelles auxquelles on participe, mais il n'y a pas seulement nous qui dispensons des formations professionnelles. Et aujourd'hui, on a les compagnons du devoir aussi qui sont sur site et qui pratiquent notamment la charpente et l'ossature bois. Merci. Alors on va garder les mains dans la terre avec Julie Caël. Julie Caël, tu es designer. Tu as fait la Cambre en Belgique, si je ne me trompe pas. Et tu as rejoint récemment l'agence Entre autres, qui se trouve à Cré, dans la Drôme. Mais avant ça, tu as fait un détour par le studio de design de la marque Tupperware. Et c'est vraiment la terre qui t'a ramené chez Entre autres, je crois savoir, notamment lors d'un atelier au 8 Fab Lab à Cré, justement. Cette rencontre avec la terre, elle s'est faite assez tôt dans ton parcours. Tu as fait un stage au Canada chez un céramiste, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a attaché à ce matériau? Et qu'est-ce qui t'a amené à déménager pour aller à Cré, dans la Drôme, dans un petit village de 10 000 habitants, refaire ta vie professionnelle dans un nouvel environnement? Ouais, bonne question, c'est vrai que je me la pose encore un petit peu. Mais donc, moi j'ai un parcours principalement belge. Je suis monté en Belgique pour étudier à 18 ans, puis je suis resté une vingtaine d'années. Ici on voit certaines réalisations que j'ai pu faire là-bas, notamment la petite tête avec un sourire, ce sont des instruments de musique en céramique, ce sont des recherches avec de la terre coulée. Ça c'est des choses que j'ai faites un peu à côté de mon travail pour expérimenter, puis c'est vraiment une matière qui m'a toujours plu. Et puis ensuite, comme j'étais prof de design industriel dans l'école de design là-bas, et donc responsable du Master 1, j'ai voulu amener les étudiants à travailler le matériau terre d'une manière un petit peu différente, parce que moi j'ai toujours voulu apporter la terre dans l'école et dans la pratique des étudiants. Et notamment ici, la slide juste avant, on voit ce rectangle de terre ici, qui est le fait de l'impression 3D terre de Cré. Et ça, c'est pas mon travail, c'est le travail d'une étudiante que je présente ici. Je trouve que c'est une pièce de grande qualité, et surtout, c'est une pièce qui traduit bien qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec un nouvel outil et avec la terre. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mise. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer, en fait, entre autres, et l'écosystème de la ville de Cré. Il faut s'imaginer, Cré, c'est une toute petite ville, moins de 10 000 habitants. Une petite ville un petit peu médiévale, accrochée sur une colline avec une rivière qui passe. Rien ne présage d'une ville hyper dynamique. Mais en fait, en réalité, derrière les murs des maisons, il y a énormément de dynamisme associatif, culturel, artistique. Et c'est ça que j'ai découvert à travers ce workshop là-bas, dans le Fab Lab, qui a été créé par Bertrand Vignoloux, qui gère l'agence, entre autres. Voilà un petit peu ce qui m'a amené tout doucement. Alors après, en parallèle, j'avais envie de me rapprocher de là où j'avais grandi, qui était le sud de la France. Et donc ça tombait bien. Voilà. Donc moi, ce que je cherchais, c'était pas forcément un endroit où il y avait mes clients, c'était surtout un endroit où il y avait des confrères et avec qui je pouvais partager cette synergie de création. Voilà. Et là, j'ai trouvé ça là-bas.
Et la ville de Cré, c'est aussi la ville du 8 Fab Lab. Il y a également, juste à côté, l'usine vivante, l'Or d'Ébène, la Chignole. C'est extrêmement riche. On ne s'attend pas forcément, comme tu le disais, à trouver un tel dynamisme dans une petite ville, certes à 35 minutes de Valence TGV, mais quand même. Qu'est-ce qui explique cette dynamique? Est-ce que c'est lié à la BioVallée ou est-ce qu'il y a toujours eu un historique artisan et très engagé à Cré? Alors, je ne suis pas hyper calé sur la question. Je pense que à peu près dans les années 2010, il y a eu un engouement pour la ville qui s'est créé. Et il y a des personnalités qui sont arrivées parce qu'ils avaient des idées, ils voulaient investir ce lieu parce qu'il y avait des possibles, il y avait du foncier, il y avait donc de la place. Et ils ont commencé à créer, à restaurer des manufactures et des espaces pour créer des projets qu'ils n'arrivaient pas à créer dans les grandes villes. Et donc je pense que petit à petit, il y a quelque chose qui s'est créé de l'ordre d'une synergie collective. Et c'est vrai que c'est devenu un lieu où on peut facilement créer en collectif parce qu'il y a beaucoup en fait, en réalité. Et c'est ça qui va attirer tous les autres professionnels, voilà. Il y a aussi une très forte tradition céramique, il me semble, à Diolfi, à Cré, dans les villes alentours. Ouais, alors ça c'est un peu ça qui nous a d'ailleurs guidé vers le projet de l'impression 3D. Il y a un passé de céramistes dans la vallée de la Drôme, voilà, c'était là bien avant tout le monde. Et parce qu'il y a aussi un terroir argilo-calcaire, cette vallée elle est riche en argile, et historiquement il y a toujours eu cette pratique-là. Voilà. Et nous, en tant que designers, on est au contact de ces praticiens de la terre, et du coup forcément on a été un petit peu sensibilisés à tout ce qu'il pouvait y avoir, quels sont les potentiels de ce matériau. Donc quand on a rencontré l'impression 3D de la Terre, on s'est dit que c'était le moment pour nous de participer un petit peu à cette aventure locale. Ouais. Alors en parlant d'aventure locale, Clémence, toi tu es ingénieur spécialisé dans la locomotion et particulièrement dans la traction équine. Et ce parcours, en fait, tu l'as commencé en école d'agronomie, à AgroParisTech exactement. C'est une formation qui, au début, n'était pas orientée sur le cheval, je crois savoir. Tout d'un coup, le cheval est rentré dans le giron, est retourné dans le giron de l'agriculture, et c'est ça qui t'a motivé. Oui, c'est vrai que du coup, moi, j'ai suivi mes études à Paris sur des productions finalement animales dominantes, on va dire, qu'on retrouve beaucoup dans les environs. Et en fait, moi, j'ai cherché à me rapprocher d'une filière finalement que je connaissais assez peu et qui mélangeait différentes approches de l'amont à l'aval de la filière. On a beaucoup d'utilisations différentes. Et donc, effectivement, les activités équestres, quand je suis sortie d'école d'ingénieur en 2009, venaient de repasser donc, dans le giron de l'agriculture. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ça peut faire sens. Et donc, je suis allée faire mon stage de fin d'études au Haras national d'Uzès dans le Gard. Et j'y suis restée aussi, parce qu'il y avait beaucoup de missions finalement différentes autour de la formation et aujourd'hui de la recherche. Et donc, je poursuis un peu dans ce secteur-là. Alors moi, j'imaginais, quand tu me parlais d'Uzès, que tu vivais au milieu des chevaux, dans une prairie avec des herbes ondoyantes, mais c'est pas exactement ça, ton quotidien. Même s'il y a des animaux, même s'il y a des espaces verts autour, est-ce que tu peux nous donner aussi un aperçu de l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui n'a pas qu'un seul site, d'ailleurs? Non, l'Institut français du cheval et de l'équitation, en fait, c'est l'opérateur public au service de la filière équine. Il est issu de la fusion des haras nationaux et du cadre noir de Saumur en 2010, donc c'est assez récent. Et il s'étend en fait sur tout le territoire national et en particulier sur 4 sites, dont le site d'Uzès dans le Gard. Et en fait, le site d'Uzès, le Haras national d'Uzès, c'est assez récent. Il s'est implanté en 1972, donc ça fait un des haras français les plus récents.
Il s'étend sur 16 hectares. Et en fait, il y a plusieurs missions de l'Institut qui sont présentes et qui essayent de travailler en transversal entre la formation, la recherche et le développement, mais aussi le patrimoine équestre. Et il y a tout un patrimoine autour des véhicules hippomobiles, donc toutes les voitures qui sont tractées par des chevaux, qui est présent là-bas et qui est valorisé sur le site. Donc moi, de ma fenêtre, je vois régulièrement en fait, des véhicules hippomobiles tractés par des chevaux, soit des chevaux de trait qui sont des chevaux sélectionnés pour leur aptitude à la traction, soit des chevaux de sang qui sont des chevaux un peu plus légers, au tempérament un peu plus vif pour le sport et le loisir, mais aussi des chevaux de territoire, c'est-à-dire des chevaux qui sont plus adaptés en fait, à certaines situations locales, comme à côté du Zès, on est à côté du bassin de race du cheval Camargue. Donc nous, on a des chevaux Camargue qui tirent aussi des véhicules hippomobiles. Merci. Alors, on va retourner en ville, à Paris plus exactement, avec toi, Clément. Clément, toi tu es designer textile, professeur à l'ENSAD, spécialiste de la teinture naturelle, et tu as un atelier à Paris que j'ai eu la chance de visiter où on voit des textiles magnifiques, des couleurs exceptionnelles, également des produits chimiques un peu plus cachés, et puis tout un tas d'ustensiles. Comment tu es tombé dans la marmite des colorants naturels? Qu'est-ce qui fait que cette approche de la couleur t'a saisi et t'a donné envie d'aller aussi loin dans son expérimentation et sa compréhension? C'est dans un rapport à la plante et au vivant. Voilà, ça part de là. J'ai un amour pour le vivant et pour les plantes depuis l'enfance. Et quand j'ai eu la chance de faire mes études aux Arts Déco et d'arriver dans cet atelier d'impression qui est un peu unique parce qu'il est construit sur un modèle industriel. Donc on a un atelier qui permet aux étudiants d'être extrêmement créatifs, mais on leur apprend systématiquement des process qui sont industrialisables. Donc voilà, moi j'ai eu à l'école cette espèce de double amour un peu contradictoire pour les couleurs et sur du vivant et pour les méthodologies employées en usine. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Et c'est vrai que dès qu'on s'intéresse un peu à l'industrie textile et à la méthodologie dont on fabrique un textile, ce qui est vraiment au cœur de notre approche aux Arts Déco, on se rend compte que toutes les étapes de la fabrication d'un textile sont pensées en fonction de sa coloration. Donc à partir du moment où j'ai eu envie aussi de me poser la question de notre impact environnemental quand on produit un textile, forcément, mon sujet d'étude principal a été les colorations. On a un passé textile en France et en Europe qui est énorme, qui est extrêmement important, et un passé de l'histoire de la couleur matérielle qui est aussi gigantesque, qui est enfoui malheureusement dans nos réserves et très peu connu des historiens et des praticiens de la couleur. Mais voilà, c'est un terrain de recherche inépuisable. On est probablement dans un des lieux à Paris qui est le mieux choisi pour parler de teinture naturelle, je crois. Peut-être tu pourras nous en dire deux mots, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler des vertus et des bénéfices de ces colorants naturels? Qu'est-ce qui les rend si désirables et si souhaitables à tes yeux, et qu'est-ce qu'ils nous apportent et qu'ils nous apporteraient au quotidien s'ils étaient mieux diffusés? Alors tout d'abord, la première chose, c'est que je fais un peu partie de ces rares teinturiers, en tout cas praticiens de la couleur, à ne pas détester les colorants de synthèse. Au contraire, je trouve que c'est extrêmement intéressant de faire ce passage et ce lien sans arrêt entre le passé et l'avenir. En fait, ce qui est très intéressant quand on se retourne vers l'histoire, c'est de se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé quand on a décidé de basculer des colorants naturels aux colorants de synthèse. On se retrouve à une période où on a besoin de récupérer des terres pour produire de l'alimentaire. On a des terres qui sont très occupées par les plantes à couleur, parce qu'il faut se rendre compte qu'au XIXe siècle, qui est le moment de la bascule, les terres on produisait des quantités de colorants naturels, mais démentiel, qui ferait pâlir nos industriels textiles aujourd'hui. J'aime bien reposer les choses parce que souvent on a tendance à penser que les colorants naturels c'est vraiment une affaire d'artisans et de petites quantités. Non, c'était pas le cas du tout. Donc on se retrouve à ce moment-là où il y a un besoin
de terre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser nos colorants naturels parce qu'on a progressé en chimie et on va se rendre compte que dans chaque plante à couleur, il y a une molécule colorante principale. D'accord. Donc, quand on cherche à trouver des nouvelles sources de coloration, on reproduit cette simple molécule colorante. Alors que dans les plantes à couleur, il y a plein de molécules colorantes. Donc ça, c'est la première chose, et c'est ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la recherche chromatique des colorants naturels qu'on ne retrouve pas et qu'on ne retrouvera jamais avec les colorants de synthèse, qui sont des imitations, qui sont une synthétisation, donc une simplification de la couleur. Donc moi, praticien des colorants naturels, effectivement, j'ai un rapport. Mon œil, il est éduqué aux colorants naturels et il voit la complexité de ces couleurs. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, du fait de cette complexité, il y a des harmonies qui se créent, qui sont vraiment spécifiques. Et jouer avec ces harmonies, c'est super. Mais c'est pas que ça aussi, parce que prendre conscience qu'on travaille avec des colorants issus de plantes, c'est aussi prendre conscience de cette matérialité qui est complètement inexistante chez tous les autres praticiens de la couleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne sait d'où vient la couleur qui colore nos matériaux. Qu'on parle de matériaux durs ou de matériaux souples, c'est totalement abstrait. C'est, on porte des vêtements, ils sont colorés, personne ne sait d'où vient la couleur qui a servi à colorer ce matériau. Et ça, travailler avec le vivant, c'est aussi se rendre compte de cette matérialité-là. Et moi, je me bats pour essayer de faire revivre cette matérialité et cette prise de conscience. Donc c'est, voilà, ce que je disais, c'est pas qu'une histoire de source de la couleur, mais c'est aussi une philosophie de la couleur et une manière de... Tu m'as surpris en m'expliquant que la teinture naturelle n'était pas synonyme d'écologie et de vertu environnementale. C'est une alerte que tu peux partager avec nous ce soir. Qu'est-ce qui rend cette teinture naturelle potentiellement nocive pour l'environnement et comment on peut éviter qu'une nouvelle approche soit plus nocive que l'ancienne? Alors, ouais, effectivement, souvent on a tendance à opposer les colorants naturels et les colorants chimiques, ce qui est déjà une grande erreur, parce que les colorants naturels, c'est de la chimie. Moi, je parle de colorants naturels organiques et de colorants de synthèse. Ça, c'est la première chose. Donc, si on veut fixer une couleur de façon pérenne sur un textile, il faut employer de la chimie. C'est des méthodologies, c'est des liaisons chimiques. On va mettre en œuvre un process qui est chimique. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour fixer cette couleur? Quel produit on va utiliser? Donc il y a des étapes qui sont des étapes préalables, qu'on va appeler les mordansages, mais il y a aussi tous les adjuvants qu'on va ajouter quand on colore une fibre. Donc il y a tout ce process-là qui est important. Et après, il y a toutes les dépenses d'énergie et d'eau qui sont très importantes, que ce soit avec les colorants naturels ou colorants de synthèse. Donc tout l'enjeu de la coloration d'un textile, c'est de questionner toutes ces étapes et tous ces paramètres de la couleur. Donc effectivement, on travaille sur, par exemple, l'eau, c'est un énorme problème quand on parle de teinture. Donc il y a la question de quelle quantité d'eau on va employer, que ce soit de l'extraction de la couleur, c'est-à-dire quand on va tirer la couleur de la plante, et on pourrait même parler de la culture de la plante, jusqu'à la finition du tissu. Voilà. Quels sont tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour diminuer ces quantités d'eau? Il y a l'énergie employée aussi, parce que si on veut fixer une couleur qu'elle soit solide, il va falloir qu'on maintienne assez longtemps l'eau chaude. Donc tout ça, ça représente des énergies importantes. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et puis aussi, c'est la quantité de colorants et de produits employés. L'idée, c'est d'essayer d'arriver à, si possible, à des épuisements de bain maximum. Et ça, c'est toute la magie de l'industrie. Elle nous aide là-dessus. Merci. À propos de vertus et de matériaux naturels, Judicaël, toi de ton côté, tu travailles sur de nombreux projets à l'agence, mais ce projet qui nous amène à discuter ce soir, donc ce rafraîchisseur low-tech en céramique imprimé en 3D, il s'appuie aussi sur des vertus naturelles de la céramique. Quelles sont-elles et comment vous en êtes inspiré? Comment vous êtes inspiré de cet usage traditionnel pour faire un nouvel objet qui, bientôt, on l'espère, viendra rafraîchir nos appartements et nos maisons? En fait, nous, quand on a découvert en fait le fait de pouvoir travailler la céramique avec l'imprimante 3D, en tant que designer, on a tout de suite essayé de chercher quelle fonctionnalité on pouvait apporter aux objets qu'on allait créer. C'est tout de suite, on va se dire, ok, on va travailler avec de la terre, donc forcément il y a de la fonctionnalité qui vient avec cette matière. Même en dehors de la forme, la terre elle apporte plein de propriétés qu'on peut exploiter dans l'objet.
Et la forme qu'on va lui donner, c'est ça qui va révéler cette fonctionnalité. Voilà. Et d'abord, en fait, nous, quand on a découvert cette machine à impression 3D, on a pensé qu'on allait pouvoir devenir céramiste du jour au lendemain, alors que ce n'était pas du tout le cas. Donc il y a eu énormément de recherches pour apprivoiser ce matériau et pour comprendre comment fonctionne la Terre et comment est-ce qu'on peut la mettre en forme avec ce nouvel outil. Et là, ici, on voit une image typiquement où donc j'ai fait exprès de mettre des morceaux cassés parce que ça a été énormément d'essais et d'erreurs. Et en fait, cette technique d'impression 3D, elle ne va pas du tout se substituer à un céramiste. En fait, on s'est vite rendu compte qu'il fallait avoir une connaissance de la Terre très approfondie pour le travailler. Et donc on a fait beaucoup de tests et on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait détourner un peu cet outil d'impression 3D, qui est un outil numérique, pour créer une forme. Et au début, on a surtout fait en fait des tests de forme plus ou moins fonctionnels, mais surtout essayer de voir est-ce qu'on arrive à créer un vocabulaire formel déjà avec cet outil, déjà ça. Et quand on a commencé à maîtriser cet objet, à maîtriser cette technique, notamment par le fait qu'on a un peu hacké le code de l'impression 3D. Il faut savoir que l'impression 3D, ça fonctionne par couche la plupart du temps. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Quand on imprime de la Terre, on n'imprime pas des couches, on imprime une spirale infinie, un peu continue, parce que la Terre, elle sort en continu de la buse d'extrusion. Et les logiciels à l'époque ne permettaient pas de faire cette impression en continu. Donc on a déjà dû aller dans la machine informatique, dans le code, pour créer des nouveaux algorithmes et qui permettent de maîtriser en fait le geste de l'outil. Et quand on a commencé à arriver à faire ça, on a commencé à croiser les chemins de l'outil et on s'est rendu compte qu'on arrivait à créer des cavités. Et donc j'en viens à la question tout doucement. Ces cavités, on s'est dit qu'elles auront certainement une fonctionnalité, créer des réservoirs, créer des contenants, mais aussi créer des exclusions, des zones de vide. Et on s'est vite rendu compte qu'on pouvait peut-être faire des contenants. Typiquement ici, on voit à droite cet objet qui est une carafe qui est censée être une théière qui contient de l'eau chaude. Et il y a des alvéoles sur les côtés qui contiennent de l'air et qui permettent d'isoler la main du chaud. Et donc on s'est dit, on peut faire un objet monomatière qui a des fonctionnalités intégrées à la forme. Et dans cette recherche de fonctionnalités, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette terre imprimée? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces alvéoles? On a rencontré beaucoup de gens qui nous ont parlé de notamment le rafraîchissement de l'air ambiant par l'évaporation de l'eau et le fait que c'est intéressant de stocker de l'eau dans une terre poreuse et de créer des zones d'échange entre l'air et la terre poreuse pour créer du frais. Voilà. Donc on a vu certains projets comme en Inde, un mur de rafraîchissement adiabatique. On avait aussi en parallèle travaillé avec un projet client qui s'appelle Kaeli Energy, qui sont des personnes qui sont spécialisées dans la climatisation low-tech et qui nous ont aussi sensibilisés à toutes ces pratiques et comment est-ce qu'on pouvait créer du rafraîchissement de manière low-tech. Voilà. Et cette climatisation adiabatique, elle était déjà utilisée, c'est ça, dans les frigos du désert, dans les burritos, les carafes qu'on voit en Espagne. C'est quelque chose qui existe depuis combien de temps? Je ne saurais pas dire quand ça date, c'est vieux comme le monde. Donc nous, on n'est pas venus pour dire qu'on l'avait inventé, pas du tout. Par contre, on a cherché, peut-être dans la slide suivante, peut-être que c'est un peu mieux illustré. En fait, avec ce dessin de l'objet, on a cherché à créer une grande surface d'échange entre l'air et la cavité qui contient l'eau. Et il n'y a qu'avec l'impression 3D qu'on arrivait à créer un maximum de surface, une espèce de drapé intérieur pour créer cet échange. Donc
Nous, on a observé tout ce qui existait, tous ces objets qui utilisent ce phénomène naturel et qui est très présent dans l'objet, mais aussi dans l'architecture, dans les pays chauds. Donc tout ça existe. Et on s'est dit que nous, on avait peut-être la possibilité de mettre l'impression 3D céramique au service de cette fonctionnalité de la Terre. Voilà. Merci. Zoé, ces allers-retours entre le passé, le présent et le futur, c'est aussi la réalité de votre travail chez Amaco, parce que l'architecture en terre, c'est probablement une des plus anciennes façons de construire des habitats pour l'être humain. Pourtant, vous l'abordez avec une approche tout à fait contemporaine. Quelles sont les qualités que vous cherchez dans l'architecture en terre et comment vous faites pour la réactualiser, pour la rendre contemporaine ? Ouais. Alors les qualités qu'on recherche dans la construction en terre, je crois que la première à citer, c'est sa réversibilité. Donc la terre crue, hein, non cuite, c'est le fait qu'on construit ce dont on a besoin, et puis le jour où on n'en a plus besoin, ça redevient de la matière première avec seulement un peu d'eau. L'autre qualité, c'est justement ces capacités de régulation hygrothermique dont tu parles également. Donc là, il y a des échanges permanents entre un mur en terre et l'humidité ambiante à l'intérieur d'un espace. Et effectivement, en captant l'humidité, on va réchauffer un espace, et en relarguant de l'humidité, on va le rafraîchir. Donc on a une amélioration finalement du confort thermique. Ensuite, il y a aussi l'inertie de la terre crue. Donc le fait qu'elle déphase un mur en terre crue, il va prendre du temps comme un mur en pierre, hein, finalement. Il va prendre du temps à laisser passer la chaleur de l'extérieur. Donc ça prend à peu près 12 heures, c'est assez bien fait. Donc globalement, la chaleur de la journée arrive la nuit et inversement. Donc on a tous ces intérêts-là qui nous semblent pertinents aujourd'hui. Comment on le réactualise ? Alors à la fois... donc moi je travaille beaucoup à l'échelle du design, de l'architecture d'intérieur, le mobilier, l'aménagement. Donc l'idée c'est de redonner un peu ses lettres de noblesse à cette matière qui est parfois associée à un matériau, bon, j'aime pas cette manière de parler, mais matériau du pauvre qui est utilisé pour construire des granges, et c'était le cas effectivement en Nord-Isère par exemple, toutes les granges sont en pisé. Et à travers le design, on peut vraiment explorer la matérialité de la terre dans son ensemble, son esthétique dans le sens grec du terme, c'est-à-dire sa capacité à convoquer les émotions, l'affect, les perceptions. Et en parallèle, on mène des travaux sur les filières. Donc là, on a devant les yeux l'exemple de la fabrique Cycleterre, qui est un grand projet européen qui a été gagné avec de nombreux partenaires en 2018, où l'idée était de développer une fabrique de matériaux aux portes de Paris en réutilisant une partie des 400 millions de tonnes de terres excavées dans le cadre des travaux du Grand Paris, et de fabriquer des matériaux à partir de ces terres-là. La fabrique a été lancée et a produit pendant quelques années des blocs de terre comprimés, des panneaux de terre extrudés et des mortiers d'argile pour les enduits. Et malgré le fait qu'elle ait été liquidée récemment, elle a été reprise par deux structures qui font du pisé préfabriqué et du bloc de terre comprimé. Donc c'est des idées qui font école et on en est ravis. Est-ce qu'on fabrique en terre aujourd'hui comme on fabriquait jadis, ou est-ce que les façons de faire sont différentes ? Est-ce que des technologies innovantes ont été développées, ou voire des approches, ou des matières ? Alors on a les deux, hein. On a des artisans qui construisent comme on construisait hier, à quelque chose près. Globalement, on a beaucoup d'améliorations techniques dans les modes de production, parce que c'est quand même des techniques qui sont assez éprouvantes. Je ne sais pas si tu as la vidéo du pisé préfabriqué. Voilà. Ça s'active pas. Donc là, par exemple, c'est une ligne de production qui a été développée par un artisan autrichien qui s'appelle Martin Rohr,
et qui faisait du pisé. Donc pisé, c'est la terre compactée entre des coffrages, qui est une technique qui existait avant le béton. Le béton s'en est inspiré et aujourd'hui on se réinspire des technologies du béton pour le produire. Et donc lui, il a inventé une machine, une ligne de production qui permet de fabriquer un mur de 30 à 50 mètres linéaires avec la machine qui compacte les strates et l'homme qui vient faire les finitions. Et puis ensuite, il tronçonne ces éléments en énormes blocs qui va pouvoir mettre à sécher dans une halle, parce qu'on a les problématiques de temps de séchage sur les chantiers aujourd'hui qui sont particulièrement contraignantes. Donc là, ça permet d'avoir un matériau qui sèche en intérieur et qui ensuite est maçonné avec un mortier de terre, globalement la même terre que celle utilisée pour le mur. Donc ça, c'est un exemple d'évolution de la technique traditionnelle du pisé qui originellement se faisait sur site. On a plein d'autres exemples d'évolution. Tu avais tout à l'heure l'image des panneaux de terre extrudés sur lesquels on a travaillé pour la fabrique Cycleterre, qui sont à gauche. Mais on accompagne aussi, à droite, c'est des briquetiers de terre cuite qu'on accompagne pour qu'ils puissent par moment étendre leur four et produire de la brique crue avec la même filière, avec les mêmes outils. On a également travaillé sur de la terre coulée. Donc là, c'est une technique complètement nouvelle qui consiste à reprendre les outils du béton de ciment coulé, le camion toupie, l'aiguille vibrante, etc., mais d'utiliser comme liant l'argile plutôt que le ciment, et donc de faire un béton de terre et pas un béton de ciment. Donc globalement, oui, il y a de nombreuses... Il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation et en même temps, on conserve toujours le savoir-faire de la matière, parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle terre pour n'importe quel matériau, pour n'importe quelle technique de mise en œuvre. Donc on a toujours cette on garde le lien entre le passé, le présent et le futur. Oui. Alors ce lien justement entre les époques, il est très fort aussi dans le travail que tu mènes autour de l'attraction animale. C'est aussi un savoir-faire qui est ancestral et qui accompagne l'humanité depuis la nuit des temps, même si c'est pas très précisément daté comme période. Aujourd'hui, réintroduire l'attraction animale après une période dans les années 70 où elle a été un peu oubliée, mise de côté, qu'est-ce que ça a comme intérêt? Qu'est-ce que ça va apporter aux agriculteurs et de manière générale aux meneurs? C'est le mot qu'on utilise pour parler à des personnes qui vont s'occuper de ces chevaux. Qu'est-ce que ça a comme intérêt de réintroduire l'attraction animale et l'attraction équine en particulier, Clémence? Eh ben, ça a pas mal d'intérêt parce que, en fait, on va pas, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, ça va pas être complètement du copier-coller, parce qu'en fait, ces pratiques-là, elles vont être réinventées un petit peu à l'orée en fait de notre contexte actuel. Et en fait, c'est vrai que les chevaux ont été abandonnés dans leur usage quotidien en fait après le 19e siècle, où en fait on a eu la Seconde Guerre mondiale qui a entraîné une malnutrition importante et qui a fait que on a eu besoin d'augmenter la productivité sur les fermes. Et il y a eu vraiment une volonté marchande et politique de remplacer les chevaux par les tracteurs. Et donc les chevaux, l'effectif des chevaux s'est vraiment effondré sur cette période-là, en passant dans les années 1935, on était à plus de 2,5 millions de chevaux, et dans les années 95, on était plus qu'à 30 000. Et donc seulement dans les années 80, il y a eu un regain d'intérêt en fait pour ces pratiques-là par des agriculteurs notamment qui cherchaient à conduire une agriculture plutôt biologique. Et donc qui ont mis en valeur des pratiques historiques pour pouvoir conduire ce projet-là écologique et puis social. Et donc c'était plutôt finalement dans des fermes de taille réduite ou dans des zones difficilement accessibles, comme dans des zones montagneuses. Et après, il y a eu toute une dynamique en fait finalement associative qui a soutenu ces pratiques-là.
avec des associations comme Hypothèse ou Promata qui ont soutenu en fait ces pratiques et ont cherché aussi à innover au niveau des outils et à faire reconnaître finalement ces pratiques-là comme des pratiques modernes répondant à des enjeux actuels. Et dans les années 2000, il y a eu toute une dynamique aussi sociétale et gouvernementale qui se sont questionnées autour des impacts environnementaux des pratiques agricoles. Et l'attraction équine, en fait, c'était une alternative finalement qui répondait aux besoins de transition agroécologique. Et elle s'est inscrite un peu dans cette transition-là. Et notamment, en fait, il y a Maurice Miara, qui est un chercheur en études rurales, qui parle de rétro-innovation, c'est-à-dire que du coup, en s'appuyant sur des savoir-faire anciens, on arrive en fait à reconfigurer ces savoir-faire pour répondre à des besoins, des défis en fait du présent. Et donc, notamment, ces pratiques-là, elles présentent des intérêts au niveau agronomique. On s'est rendu compte que le passage d'engins motorisés a, au fur et à mesure, engendré des tassements au niveau du sol. Donc, c'est-à-dire une réduction, finalement, de porosité, une réduction de la circulation de l'eau et de l'air, engendrant une réduction de la vie des sols, finalement, qui est un peu problématique quand on veut faire de l'agriculture. Donc il y a des études actuellement qui essayent de regarder, de comparer finalement le passage de chevaux par rapport au passage de tracteurs, et notamment une doctorante, Fabienne Boivin, qui montre qu'il y a une meilleure activité microbienne et une meilleure structure des sols quand on passe plutôt avec des chevaux plutôt qu'avec des tracteurs. Puis il y a aussi des impacts finalement environnementaux qui peuvent être réduits avec les chevaux. Par exemple, une moindre émission de gaz à effet de serre lorsqu'on travaille le sol. Et on peut aussi mobiliser des énergies renouvelables locales pour les chevaux, c'est-à-dire qu'on peut les nourrir avec des céréales, des fourrages locaux. On peut les faire pâturer finalement sur des prairies non arables de préférence. Et on peut aussi, pour concevoir les outils dont on va se servir, utiliser du bois, du cuir plutôt local. Donc le cheval est un être qui se reproduit. Les tracteurs, bon, ça se recycle, mais c'est plus difficile. Et puis, il produit du fumier qui peut être directement aussi utilisable dans les structures, dans les fermes. Donc, il y a tout un avantage, en fait, aussi environnemental. Bien sûr, il faut être vigilant à des choses comme le fait de transporter les chevaux sur les parcelles qui peuvent aussi consommer des énergies fossiles. Donc il vaut mieux que les chevaux soient assez proches finalement des parcelles travaillées pour éviter cette consommation d'énergie fossile. Donc c'est des éléments quand même à regarder, à mesurer quand on veut passer à la traction équine. Et tout ce cercle vertueux, qui a recours le plus, quel type de parcelle ou d'agriculteur va se tourner vers la traction équine? Est-ce que un grand champ de patates dans la Beauce va s'y prêter, ou c'est plutôt des parcelles un peu spécifiques? Oui, c'est ça. On va pas pouvoir... on n'est vraiment pas dans le même contexte, notamment parce que l'agriculture maintenant elle s'appuie fortement sur des engins motorisés. Donc le cheval, il va venir en complémentarité en fait du tracteur bien souvent, notamment en viticulture. Finalement, on va faire intervenir le cheval plutôt sur des opérations qui nécessitent de la précision, de travailler sur des jeunes plants ou alors sur des plants de vigne assez anciens, ou quand on va vouloir vraiment travailler au plus près des pieds pour pouvoir désherber les parcelles. On va aussi aller sur des parcelles qui sont non accessibles en fait aux engins motorisés, ou qui présentent des configurations, des inclinaisons qui sont tellement importantes que ce serait dangereux finalement de passer au tracteur. Donc c'est vrai que le cheval, il a vraiment une valeur ajoutée en complémentarité du tracteur dans ces configurations-là. Et est-ce que la relation entre l'homme et le cheval a une importance, ou est-ce que c'est comme une voiture, on tourne les clés dans le moteur et il démarre? C'est vrai que depuis le 19e siècle, finalement, il y a quand même la notion de bien-être animal qui a émergé, et on est sur des relations
durable en fait finalement entre le meneur. Donc le meneur c'est l'utilisateur professionnel de l'attraction équine. Il va venir mobiliser des équidés attelés à des fins utilitaires, pour travailler soit dans des collectivités, des services urbains comme la collecte des déchets, les arrosages, le transport scolaire. Il va pouvoir aussi travailler dans des secteurs forestiers pour du débardage, parce que du coup ça peut réduire en fait les effets néfastes de blessures finalement sur les arbres, etc. Et puis il va pouvoir venir, comme je le disais, désherber des parcelles soit de vignes, soit en maraîchage aussi. Les maraîchers font aussi appel aux chevaux. Et donc il y a toute une notion de cheval partenaire, puisqu'on va pouvoir travailler une quinzaine d'années avec son cheval. Donc il faut penser à son éducation, à son entraînement régulier, à diversifier ses tâches tout au long de l'année pour pouvoir justement le mobiliser au moment voulu de façon cohérente et de façon partenariale, quoi. Est-ce que ça s'apprend de travailler avec un cheval? Est-ce qu'on apprend à construire une relation avec un animal? Parce qu'a priori, on ne peut pas discuter avec lui. Comment on fait pour échanger avec son cheval de trait? Bien sûr, il y a des formations en fait, spécialisées qui existent. En fait, on appelle ça les certificats de spécialisation, utilisation et conduite d'attelage de chevaux, notamment, qui vont pouvoir former aux différents métiers d'exercice, d'activité avec les chevaux. Et dans ces formations, en fait, c'est des formations quand même qui se font sur 6 mois ou plus, et où on essaye justement de faire comprendre à la fois les signaux, les indicateurs comportementaux sur lesquels on peut s'appuyer pour comprendre finalement les réactions du cheval. Et après comprendre un petit peu comment se fait un apprentissage aussi chez les chevaux, comment finalement on peut l'amener progressivement à apprendre certaines tâches. C'est ce qui est intéressant aussi avec les chevaux. Ils ont une capacité d'apprentissage qui fait qu'on peut diversifier un certain nombre d'activités avec eux, comme de transport de marchandises, de tracter un outil pour travailler le sol, et de participer à des vendanges, comme une photo le montre aussi, pour avoir une dynamique un peu collective et d'équipe en fait autour du cheval. Et cet apprentissage, il est important dans le travail de meneur? L'apprentissage de la relation avec le cheval, des deux côtés d'ailleurs, puisqu'on doit aussi dresser. On dit dresser pour un cheval dans ce cas-là? On parle effectivement de dressage, où on utilise le terme éducation aussi. Alors du coup, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est que pour les jeunes meneurs, en fait, on essaye de travailler souvent avec des chevaux expérimentés, parce que le cheval va apprendre en fait finalement au meneur l'activité. Et inversement, en fait, c'est pour apprendre à un cheval son métier, souvent on essaye de s'appuyer plutôt sur des meneurs expérimentés qui vont lui montrer progressivement ce qu'on attend de lui, etc. Donc il y a un croisement d'apprentissage qui se fait vraiment entre cheval et meneur pour pouvoir exercer les activités dans ces différents secteurs. Merci. L'apprentissage et la transmission, c'est aussi un sujet, Clément, qui te tient particulièrement à cœur. Tu es enseignant à l'ENSAD, mais au-delà de tes fonctions d'enseignant, je sais que tu plaides pour un réapprentissage du regard de la couleur, de manière générale, pas uniquement pour les élèves, mais pour tous les professionnels, pour tous les designers. Qu'est-ce que ça signifie de réapprendre à regarder la couleur, selon toi? Moi, je suis un défenseur de la couleur matérielle. Donc, c'est d'envisager la couleur comme une couleur qui a une présence matérielle. C'est quelque chose d'hyper compliqué pour les praticiens de la couleur, mais aussi pour les consommateurs de la couleur, parce que c'est quelque chose qui s'est éloigné de nous très rapidement. Je repense à une discussion que j'ai eue avec un des rares historiens de la couleur matérielle, qui s'appelle Georges Roch. On essayait de comprendre pourquoi cette matière de la couleur avait totalement disparu de nos enseignements.
enseignements, que ce soit des enseignements en design, en école d'art, en histoire de l'art, on n'a pas du tout cette réalité matérielle de la couleur. On va avoir une approche très philosophique de la couleur, on va donner du sens à la couleur, mais par contre, on ne va pas vraiment se poser la question d'où vient la couleur et comment on la produit. Et on a mis une date assez importante avec Georges Roch, qui est le discours de Charles Lebrun en 1672, où il va essayer d'élever la peinture au rang d'art. Et pour ce faire, il va faire de la couleur son ennemi numéro 1, au profit du dessin. Il va dire que la peinture, tout ce qui compose la peinture et tout ce qui est important dans la peinture, c'est le dessin. En revanche, la couleur, dans sa matérialité, elle a quelque chose de très sale. C'est à ce moment-là que le peintre va arrêter de préparer ses couleurs et de fabriquer ses couleurs. Il va y avoir un nouveau métier qui va être le broyeur de couleurs. Et à partir de là, la peinture, elle va être élevée au rang d'art. Et s'en est suivi aussi une évolution de la théorie de la couleur. On va comprendre que la couleur, c'est une couleur lumière. Et donc forcément, si elle est lumière, sa réalité matérielle, elle n'est pas très importante. Voilà, tout ça fait que ça a évolué et qu'aujourd'hui, elle a totalement disparu. C'est extrêmement intéressant de voir dans nos musées les cartels des œuvres, de voir qu'il n'y a aucune indication sur la source de la couleur. Si je parle plus spécifiquement d'un textile, si vous allez dans un musée textile, vous allez avoir des analyses extrêmement précises sur l'armure, sur la manière dont est fabriqué le textile, mais par contre, vous n'allez avoir aucune indication. On ne vous dira jamais d'où vient cette couleur. Et si on parle de l'histoire de la couleur textile, par exemple, on ne se rend pas compte aujourd'hui que, moi j'aime beaucoup les frises chronologiques, qu'aujourd'hui on est dans l'ère de la couleur de synthèse, que cette ère-là, elle a 150 ans, mais que l'ère des colorants naturels, c'est des dizaines de milliers d'années. Okay. Je parlais d'une révolution au 19e siècle où on se rendait compte qu'il fallait passer à autre chose. Aujourd'hui, 150 ans après, j'ai la sensation qu'on est à l'aube de cette même révolution. Les colorants de synthèse, aujourd'hui, on a de vrais problèmes. Des problèmes essentiels qui sont liés à la source pour fabriquer la couleur qui est vraiment synthétique, donc issue de la pétrochimie. Donc c'est une source qui se tarit. Ça, c'est la première chose. Et on a aussi des colorants qui, aujourd'hui, posent de vraies problématiques de santé, des problématiques environnementales. Et donc les colorants de synthèse, petit à petit, on les interdit. En tout cas, je parle en Europe. Mais pourtant, on est un des premiers producteurs de colorants de synthèse. C'est un truc qui est vraiment impressionnant. Et on les produit en tonnes. C'est massif. Et ces tonnes, elles existent. À partir du moment où elles sont interdites, qu'est-ce qui se passe avec ces tonnes de colorants qu'on a produits ? On les envoie, ça c'est le grand classique. On les envoie là où c'est pas interdit. Mais après se pose la question de comment faire une fois que ces colorants ont été interdits. Comment on va les remplacer ? Est-ce qu'il faut les remplacer avec une nouvelle source de colorants ? Repartir sur une course effrénée des colorants. Si on regarde l'histoire des colorants de synthèse, c'était vraiment une course effrénée de chimistes qui essayaient de trouver de nouvelles sources de colorants. C'est vraiment passionnant d'aller dans les archives et de voir ça, cette course-là, d'essayer de trouver une nouvelle. Voilà. Est-ce qu'il faut faire ça, ou alors est-ce qu'il faut repenser notre manière de consommer la couleur ? Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs si toutes les couleurs se valent ? Est-ce que un noir va avoir la même consommation énergétique qu'un gold ou qu'un beige clair ? Est-ce qu'on peut s'habiller de n'importe quelle couleur mais peu et avoir le même impact ? Ou est-ce que choisir une couleur, c'est pas uniquement symbolique ? Exactement. La philosophie de la couleur a vraiment changé notre rapport justement à la couleur matérielle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une couleur neutre ? Une couleur neutre, aujourd'hui, c'est un noir, c'est un gris foncé, c'est un bleu marine. Okay, donc dans l'univers du vêtement, il y a que la très grande majorité porte ces couleurs-là. Okay. Pourtant, en termes de réalité matérielle, ça va être les couleurs les plus voraces en énergie, en matière colorante. C'est hyper intéressant de se rendre compte que personne n'a conscience de ça. Personne. Si on regarde nos quelques politiciens qui essayent de défendre des points de vue écologiques, ils sont tous habillés dans ces couleurs parce qu'ils ont une symbolique de neutralité. Donc cette symbolique est beaucoup plus forte que la réalité matérielle. Alors que, en comparaison, par exemple, un jaune vif, ça consomme beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de matière colorante. Mais porter ça comme une revendication, on en est loin.
Alors ce message, cette transmission, Judicaël, c'est aussi important pour toi. Tu as mené des workshops à la Cambre, notamment autour de la céramique. C'est d'ailleurs ce qui t'a amené à rencontrer le 8 Fab Lab et puis plus tard Bertrand Vignolous et l'agence entre autres. Qu'est-ce que tu cherches à transmettre dans la compréhension de la matière quand tu fais justement travailler tes étudiants sur la céramique et comment ça a un impact sur la manière de concevoir des objets aujourd'hui ? Alors, pour moi, une forme, elle n'est pas uniquement dessinée pour déjà son esthétique ou pour sa fonction. Pour moi, une forme, elle est aussi dessinée par son outil de production. Et dans ce workshop autour de l'impression 3D Terre, pour moi, c'était important que les étudiants ils comprennent que en fait, il y a une partie de notre création qui nous échappe et qu'on va donner à la machine. Et c'est elle qui va en partie dessiner l'objet. Et c'est important pour moi de comprendre, quand on voit un objet, comment est-ce qu'il a été produit et de voir les traces de l'outil qui l'a produit. Et l'impression de terre, c'est particulièrement marquant, parce qu'on voit toutes ces strates de terre et donc on comprend, on voit le passage de l'outil dans l'espace qui a dessiné l'objet en 3D. Et voilà, et pour moi, il y a une forme d'honnêteté en tant que designer pour dire qu'en fait, je vais dessiner un objet et quand la personne va le voir, elle va comprendre quelle est sa matière, quel est son outil, et elle va comprendre que cet objet, il dit la vérité sur ce qu'il est réellement, voilà, avec quoi il a été fait, et dans quelle matière il est fait, et qu'est-ce qu'il va pouvoir offrir en termes de fonctionnalité. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est une notion qui est clé dans la compréhension pour les étudiants et pour qu'ils deviennent des professionnels éclairés. C'est qu'en fait, il y a vraiment il faut maîtriser les outils, il faut les connaître, les outils de production, pour dessiner avec eux et pour en faire une esthétique. L'impression 3D, c'est quelque chose qu'on associe souvent au plastique ou à des matériaux haute technologie. Utiliser de la terre dans ce contexte-là, ça peut être un peu surprenant, d'autant plus que pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont déjà vu fonctionner une imprimante 3D, c'est pas vraiment comme une imprimante, mais c'est pas non plus d'une grande complexité. Il y a un bouton, on appuie, si le fichier a été bien modélisé, ça sort strate par strate. J'ai pas l'impression que ce soit la même chose avec la céramique. Il faut bien connaître son matériau. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quelle terre dans un piston d'imprimante céramique 3D, ou est-ce que ça passe pas à tous les coups ? C'est un petit peu, nous on a cru que c'était la promesse, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir imprimer des pièces en céramique comme on imprime nos pièces en plastique. Alors pas du tout. La terre, c'est une matière vivante, c'est une matière qui a des irrégularités, qui a une élasticité, et puis même la manière dont on prépare la terre, ça va beaucoup influencer l'impression. Est-ce qu'on va mettre de la chamotte dedans, différents types de charges minérales ? Le geste qu'on va faire pour la travailler, pour la débuller avant de la mettre dans la machine, et l'élasticité de la terre, ça va donner un peu une notion de la vitesse à laquelle va sortir la terre de la buse. Et du coup, en fonction de cette vitesse et de cette pression, il faut qu'on ajuste la vitesse du bras d'impression 3D. Donc il y a une espèce d'équation qui est comment dire, complètement... il y a une espèce d'équation dont la Terre est l'inconnu principal, et il faut vraiment bien maîtriser cette matière pour arriver à imprimer avec. Et donc clairement, pour moi, c'est vraiment un outil de céramiste. Voilà. C'est une nouvelle palette d'expression pour un céramiste. Ça rentre pas en concurrence avec les autres savoir-faire. Il y a même pas mal de savoir-faire traditionnel en fait dans ce que tu racontes. Bien connaître la terre, sa composition, faire rentrer tout ça en résonance avec des usages ultra contemporains comme un rafraîchisseur. C'est de l'ordre de l'idée contre-intuitive, non ? Comment est-ce qu'on en vient à produire cette rencontre entre un savoir-faire ancestral et une fonctionnalité
très actuel, avec de la microélectronique, avec des ventilateurs. Comment on en vient à ça ? Mais parce que, disons que avec l'impression 3D, on arrive à faire des formes qu'on ne peut pas faire autrement. Et pour que ce soit légitime d'utiliser cet outil, il faut le faire pour faire des formes qui sont, aussi nouvelles que la technique qu'on utilise. Donc on ne va pas utiliser l'impression de terre pour faire un bol ou une théière. Depuis la nuit des temps, l'humanité sait le faire avec plein de techniques comme le modelage, le coulage de terre, le tournage de la terre. Et donc là, nous, on n'a pas du tout, quelque part, notre mot à dire. Par contre, ici, là, on voit dans l'image le drapé de la terre nécessaire pour créer l'équivalent de 2 mètres carrés de surface d'échange entre la terre et l'air. Il n'y a qu'avec l'impression 3D qu'on arrive à créer un tel plissement de la matière à l'intérieur même d'un fût. Et c'est là qu'en fait l'impression terre se justifie, et c'est pour ça qu'on y va. Si ça ne se justifie pas, alors on arrête l'impression terre, c'est trop compliqué. Ce sera beaucoup plus simple de la réaliser en coulage ou en extrusion. Voilà. Donc cet a priori que la machine, en l'occurrence l'imprimante 3D, va remplacer l'homme ou le céramiste est complètement faux. Ah oui, c'est absolument... Pour moi, c'est simplement un outil supplémentaire dans les mains du céramiste. Et c'est pas du tout... on n'a pas inventé un robot potier. C'est pas ça du tout. On pourrait se dire que ça pourrait être la solution, mais en fait, en réalité, c'est pas un process qui est très efficace. C'est long pour imprimer en terre. C'est beaucoup plus court de couler de la terre dans un moule en plâtre et d'en sortir une empreinte que de demander à un outil de sagement passer et faire les passes. Donc là où ça se justifie, c'est uniquement s'il y a des formes qui sont absolument irréalisables dans toutes les techniques que l'on connaît actuellement, qui sont plus anciennes. Voilà. Merci. Zoé, des a priori, il y en a beaucoup aussi quand on parle de terre, et parfois même des a priori un peu négatifs sur l'utilisation de la terre, sur sa pérennité. De quel ordre sont-ils et comment vous faites chez Amaco pour déconstruire cette idée qu'on a dans l'inconscient collectif que la terre, c'est pas un matériau pérenne, que ça va s'abîmer à la première pluie. Quel est votre travail sur ce volet-là ? Ouais. Alors, il y a effectivement des a priori négatifs qui ne sont pas toujours faux. Hein. La terre, c'est un matériau fragile, c'est une de ses qualités aussi. Et nous, on travaille justement à raconter comment il faut transformer nos manières de concevoir quand on conçoit avec ces matériaux-là. Et notamment auprès des architectes, on a un adage dans la construction en terre qui dit qu'il faut toujours sur un bâtiment en terre crue mettre des bonnes bottes et un bon chapeau pour protéger des remontées capillaires et de la pluie battante. Alors on n'est pas obligé de concevoir comme ça, mais c'est un premier pas intéressant quand on ne connaît pas la terre crue pour commencer à concevoir. De la même manière, on ne va pas faire des percements dans un mur comme on le fait dans un mur en béton. Il faut respecter un certain nombre de règles qui sont liées à sa fragilité. Et donc on déconstruit ces idées-là par de la pédagogie, par des manips scientifiques qui montrent en fait que l'eau, par exemple, ça peut devenir un ennemi de la terre, mais c'est aussi son meilleur ami parce que c'est ça finalement qui fait le liant, qui permet aux argiles de coller l'ensemble des grains entre eux et qui permet aux matériaux de traverser les millénaires, parce qu'on a encore des traces aujourd'hui des premières cités-États qui ont été bâties par les hommes. On retrouve des briques qui ont été construites il y a 11 000 ans. Donc c'est bien la preuve que c'est un matériau qui peut tenir. Ensuite, un autre moyen de déconstruire notamment l'idée que la terre c'est sale, c'est le matériau du pauvre pour les granges, c'est justement le domaine du design et de l'art qu'on a beaucoup investi depuis 2018 et le projet de scénographie pour la Fondation Bettencourt-Schweller
conçu par RF Studio, dont le commissaire était Alain Lardet. Là, on a devant vous des projets, l'hétérodoro, ça c'est un projet qui nous tient à cœur, parce on l'a co-créé avec une designer olfactive qui s'appelle Carole Calves et Elementos Studio, qui est à la fois designer et enduseur terre crue. Et là, on a travaillé sur l'odeur de la terre, comment révéler l'odeur propre de la terre, comment changer notre rapport à cette matière par un sens qui finalement est assez peu utilisé, même nous, dans notre quotidien avec la matière terre. On utilise beaucoup le toucher, la vue, l'ouïe un peu parfois quand on met en œuvre, mais peu l'odorat. On a pas mal de projets comme ça qui permettent de montrer que le répertoire à la fois formel, de matérialité est énorme et peut être largement exploré. Et qu'est-ce que le design permet de faire que l'architecture ne permet pas, notamment en termes de contraintes techniques? Comment est-ce que le design et l'architecture d'intérieur permettent d'aborder des nouvelles manières de voir et de travailler la terre? Ouais. Alors moi je suis pas designer, mais en tout cas nous dans les projets auxquels on participe, on a moins de contraintes d'efficacité de production, et on peut se permettre de jouer avec les limites du matériau. Par exemple sur le pisé, qui est une technique qu'on pratique beaucoup, on va dire qu'il faut le travailler à l'état humide. L'état humide, c'est un peu l'état du crumble pour ceux qui font de la cuisine, donc la farine un peu pulvérulente comme ça. Et dans le design, on peut pousser un petit peu la quantité d'eau pour obtenir soit des formes particulières, soit une tenue un peu plus résistante que ça ne le serait si on avait travaillé à l'état humide, ce qui est moins problématique à l'échelle d'un grand mur qu'à l'échelle d'une assise sur laquelle on va s'asseoir. On travaille aussi beaucoup, par exemple, on a tout le temps le problème des charges admissibles des planchers. Donc la terre, c'est un matériau lourd, hein. On est comme du béton, on est à peu près à 2 tonnes par mètre cube pour du pisé. Donc quand il s'agit de venir installer une maquette ou une assise dans un hall d'immeuble, si on le fait en massif, on est beaucoup trop lourd pour les planchers. Donc on va travailler sur des éléments très fins et on va chercher à affiner le plus possible en travaillant sur les mélanges, les formulations, les techniques de mise en œuvre, et être dans un aller-retour constant comme ça entre qu'est-ce qu'on met dedans et quels gestes on va appliquer pour que ça fonctionne. Et on voit que la construction en terre, l'architecture d'intérieur, le design que tu viens d'évoquer ont plein de vertus. Malgré tout, il y a encore des freins à lever. De quel ordre sont ces freins selon toi? Comment on pourrait faire pour donner plus de place à cette pratique de l'architecture en terre ou de la construction ou du design en terre? Le premier frein, c'est la méconnaissance du matériau et des manières de concevoir avec. Je pense que nous, on travaille là-dessus en faisant de la formation à la fois dans les écoles et auprès des professionnels, en faisant des expositions qui permettent de donner à voir tout ce qui se fait déjà dans ce domaine-là. Ensuite, l'autre frein, c'est alors, il y a l'argument économique, effectivement, c'est plus cher, mais moi, cet argument-là, je suis assez peu prête à l'entendre parce que finalement, le coût qu'on met à l'instant T, c'est un coût qu'on ne payera pas dans les années suivantes pour démolir un bâtiment et recycler. Et puis par ailleurs, je pense que c'est bien quand on paye 1 euro pour de la construction en terre, il y a une partie monstrueuse qui va à de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre qui est qualifiée. Donc je pense que ça, c'est aussi un gros avantage de cette matière-là. Ensuite, on doit former beaucoup d'artisans. Et là, à l'heure actuelle, par exemple, dans les lycées professionnels, il y a quasiment pas d'enseignement. Les écoles d'archi, ça a vraiment beaucoup changé sur ces 10 dernières années. Maintenant, les étudiants, ils entendent parler dans leurs études d'architecture en terre crue, d'architecture en fibre végétale, en pierre.
Dans les lycées pro, c'est encore trop faible. C'est un sujet sur lequel on travaille et les enseignants de lycée pro sont hyper demandeurs d'être formés à ces techniques-là pour pouvoir les enseigner. Donc, je pense que... Vous avez un concours aussi pour les jeunes architectes. Oui, alors pas les jeunes, hein, mais tous les architectes. Ouais. Oui, c'est pas un concours, c'est un prix mondial depuis 2016. Avec Dominique Gauzin-Müller, on a développé un prix mondial d'architecture de terre crue. À l'origine, en 2016, c'était le Terra Award. Et depuis tous les 3-4 ans, on organise un nouveau prix. Donc, il y a eu le Fibra Award, le Terra Fibra Award, et dernièrement, en 2025, le Materia Award. Qui est un prix qui récompense 40 réalisations en terre crue, fibre végétale et en pierre. Et au-delà de les récompenser, c'est surtout on crée une exposition et un livre adossé à l'exposition qui va rendre compte de ces 40 projets. Alors ça, c'est dans tous les types tous les usages, quoi. Il y a à la fois des bâtiments industriels, des habitats collectifs, des habitats individuels, des écoles, bâtiments culturels. Et donc l'exposition, elle est on l'avait présentée à Césure avec le pavillon de l'Arsenal en 2025. Elle est à la fois explicative et puis tactile. Ça nous tient à cœur de mettre à disposition de la matière, des outils que les gens peuvent toucher et des fragments de projet à l'échelle 1 qu'on aura sélectionnés et réalisés pour l'expo. Et cette expo, on cherche à la diffuser dans le monde entier. Donc pour ça, on donne à qui veut exposer cette exposition les PDF des panneaux explicatifs des projets gratuitement, gracieusement, pour qu'ils puissent juste avoir à payer l'impression. Et puis après, s'ils veulent avoir les prototypes et les matières, là, il faut payer à minima les frais de transport. Et puis il y a le livre de l'exposition qui est vendu à prix coûtant pour diffuser le plus largement possible ces connaissances. Clémence, la question de la formation, lever le frein de l'adoption de nouvelles pratiques ou d'anciennes et futures nouvelles pratiques, c'est aussi un grand sujet à l'IFCE. C'est d'ailleurs le sujet principal de ton travail, de tes travaux de recherche, de ta thèse, si je m'en souviens bien. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur cet enjeu de la formation et comment la formation va permettre de mieux diffuser ces nouvelles pratiques, ces pratiques réactualisées ? Oui, c'est vrai que du coup, en fait, cette filière un peu de l'attraction équine, elle doit se défaire un peu d'une image passéiste qui lui colle un peu à la peau. Et donc, il y a un enjeu finalement à donner de la visibilité finalement à ces métiers-là, puisqu'il y a de nouveaux métiers qui ont émergé, comme des prestataires de traction équine qui vont venir intervenir notamment dans les domaines viticoles et qui a engendré du coup des formations un peu spécialisées. Mais plus largement, en fait, il serait intéressant que cette alternative finalement, ou cette complémentarité à la traction motorisée puisse apparaître davantage dans des formations un peu plus généralistes, avec des formations initiales ou continues d'agriculteurs, mais aussi de forestiers ou d'agents territoriaux, pour qu'ils voient un petit peu le potentiel en fait que peut porter ces pratiques-là. Et notamment, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vraiment un intérêt, un atout social de la présence du cheval, parce qu'il par sa présence, en fait, il favorise finalement des interactions souvent positives dans une collectivité ou dans une équipe de travail. Notamment, on voit les relations, les collaborations que j'ai étudiées pendant ma thèse entre vignerons et prestataires de traction équine. On voit bien que c'est des collaborations qui sont durables parce qu'il y a vraiment un partage de connaissances sur les sols et en accédant en fait à un niveau très fin en fait de connaissances sur les sols de par l'interaction avec le cheval et l'outil, parce que la configuration de ces activités-là permet en fait cette proximité en fait avec le sol. Donc il y a vraiment un enjeu là-dessus et moi en fait je contribue un peu à ma mesure sur ces sujets-là parce que je cherche à analyser finalement l'activité réelle d'acteurs, notamment en agriculture, qui travaillent avec des équidés pour pouvoir documenter en fait ces pratiques
mieux les caractériser, mieux les comprendre et aider ainsi les porteurs de projets à se lancer en fait, et en réduisant les risques d'abandon. Typiquement, par exemple, s'ils se lancent avec des chevaux en éducation au démarrage, ça peut être des risques finalement d'accidents ou qui pourraient être problématiques par la suite, alors que si on peut lire un peu les trajectoires d'autres personnes qui sont passées par là et voir un petit peu par quelles étapes ils sont passés, ça peut aider en fait ceux qui démarrent dans les activités pour voir un peu ce qui peut favoriser la réussite, quoi. Et on n'en a pas parlé, mais lors de notre entretien, tu m'expliquais aussi que pour un jeune agriculteur ou une jeune agricultrice se lancer dans un projet avec un investissement autour de la traction équine, c'est aussi beaucoup moins lourd que de se lancer dans un projet avec un tracteur, une approche très mécaniste de la production. Ce retour vers un savoir-faire d'antan avec une approche contemporaine, est-ce qu'il permet une certaine frugalité aussi, une approche un peu plus sobre en termes économiques et en termes écologiques, bien sûr? C'est vrai qu'on trouve quand même beaucoup de personnes qui sont très engagées dans ces questions-là environnementales qui mobilisent la traction équine, notamment des maraîchers, parce qu'aujourd'hui je découvre beaucoup les maraîchers qui travaillent avec des équidés. Là, on en voit un qui travaille avec un âne, où l'investissement au départ pour un tracteur peut être très important en fait pour une petite structure maraîchère, et donc le fait de passer d'acheter plutôt un équidé et puis du matériel, un porte-outils qui va pouvoir être utilisé pour différents types d'opérations, va permettre, tout en ayant une puissance qui est toujours plus que celle qu'on pourrait avoir manuellement, va permettre de réduire finalement les coûts au démarrage. Et effectivement, après, s'opère toute une réflexion sur quand est-ce que je dois intervenir, comment anticiper finalement la pousse de l'herbe et l'état hydrique de la terre, de façon à intervenir de façon très appropriée pour réduire les besoins de puissance pour travailler la terre. Et c'est ça aussi toute une réflexion autour de ces éléments-là, parce que le tracteur engendre de la puissance, donc on se pose un peu moins la question de quand est-ce qu'il est le bon moment en fait pour travailler. Le fait d'intervenir au mauvais moment peut vraiment avoir des effets néfastes finalement sur la terre. Merci. Julie Kehl, on s'approche de la fin et on parle de réduire la puissance, de sobriété. C'est aussi un sujet qui vous interpelle particulièrement chez Entre autres. Vous parlez de futur simple, c'est l'approche que vous avez décidé de composer en fait au sein de l'agence, notamment dans vos projets de recherche. Et il y a un projet de recherche qui est un petit pas de côté par rapport à notre sujet aujourd'hui, mais qui est intéressant tout de même, autour de la réutilisation des composants d'une machine à café qui va vers plus de sobriété. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots dans cette optique de sobriété? Qu'est-ce que ça apporterait de pouvoir réutiliser les composants d'une machine à café? Oui, alors juste pour remettre dans le contexte un petit peu, comme je disais, il y a, donc, dans l'agence, nous on fait du design pour des clients, on appelle ça les projets clients, mais on a à cœur de respecter un peu notre raison d'être, qui est le futur simple. Alors dans futur simple, dans ces deux mots, ce qu'on met, c'est le futur avec de l'innovation, on dessine pour demain. Donc clairement, nous, on se projette toujours vers l'avenir. Et la simplicité, c'est mettre les low-tech au centre de nos propositions. En tout cas, on essaye de les pousser un maximum. Et parmi tous les sujets qu'on a abordés dans cette partie de recherche, notamment la mobilité, ici le rafraîchissement low-tech, et il y a aussi tout ce sujet autour de la réparabilité des objets et la récupération de toutes les matières critiques qu'il peut y avoir dans l'électronique et toute la production d'objets électroniques qu'il y a. Voilà. Et en fait, on a commencé à faire un espèce d'inventaire. On a démonté plein d'objets. Je pense que l'image elle est au tout début. Et on s'est rendu compte que, en démontant tous ces objets électroménagers, voilà, c'est l'image qu'on voit tout à fait à gauche. C'est un peu petit.
on s'est rendu compte qu'il y a plein de composants qui sont communs dans la plupart des objets électroniques et que en fait on a intérêt à le savoir pour tout simplement se réapproprier l'intérieur des machines et pouvoir les réparer. Et ça aussi, en fait, c'est un savoir-faire ancien. C'est prendre soin des objets, c'est quelque chose qu'on faisait avant naturellement et qu'on a complètement zappé avec une société de consommation qui nous propose plutôt de jeter, de racheter quelque chose de neuf parce que c'est plus simple, c'est moins coûteux, c'est plus accessible. Et nous, on a essayé, à travers cette étude, de mettre un peu un projecteur sur cette capacité qu'on a aujourd'hui à réparer les objets, et notamment ici le cas de la cafetière que tu citais. C'était un peu dire, en fait, aujourd'hui, pour réparer une cafetière, c'est pas très simple. On peut même aussi la récupérer les composants qui sont dans une cafetière, en recréer une nouvelle carrément. Parce que si on explique comment est-ce que c'est construit à l'intérieur, en fait, c'est à la portée de beaucoup de personnes de le faire. Et dans cette logique un peu de open source, on a mis en ligne des plans et aussi des méthodes pour réparer des objets du quotidien. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'universel dans tous ces objets électroniques et qu'on peut se le réapproprier. Voilà. Alors, merci pour ce témoignage. Et Clément, j'aimerais te donner le mot de la fin. Pas facile comme responsabilité, mais tu as eu cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Tu m'as dit, en fait, c'est bien beau de réfléchir sur la façon dont on fabrique les couleurs, mais si on consomme les vêtements comme des mouchoirs jetables, alors ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu entends par consommer les vêtements comme des mouchoirs jetables et comment on pourrait consommer différemment nos vêtements pour que ça ait un peu de sens, tout ce travail que vous faites et qui amène à décarboner la production, à la raisonner, à la rendre plus compatible avec l'environnement? Alors c'est un grand sujet qui est un peu compliqué parce que... Alors, je vais élargir le vêtement au textile en général, parce que j'aime bien repositionner son contexte et se rendre compte que le textile, c'est le seul matériau qui est en contact avec notre peau au quotidien, quasiment 24 heures sur 24, de notre naissance à notre mort. Ça donne aussi une bonne échelle de ce que représente cette matière dans notre société. Voilà, ça c'est la première chose. Et pourtant, ce sont des matières complètement anonymes. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'histoire des textiles qui nous entourent. Mais vraiment, c'est complètement obscur. Et l'industrie, elle est pensée pour ajouter encore plus cet obscur. Voilà. Donc, moi, je pense que la première chose, c'est d'amener de l'affect dans ce textile, et je pense que la couleur peut amener ça. C'est-à-dire que si on apporte de l'affection à nos textiles par la couleur, peut-être qu'on va envisager une autre manière de consommer sans culpabiliser le consommateur. Parce que ça, je pense que c'est le pire. C'est un peu la première chose qu'on a vue quand on a essayé d'amener un peu d'éco-conscience. Moi, je pense aux premières pubs qu'il y a eu à la télé, où on essayait de culpabiliser les consommateurs. On disait, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que je pense qu'en amenant de l'affect, il y a quelque chose d'intéressant. Un exemple tout simple, quand on achète un textile, on a une pile d'un textile où chaque produit est exactement de la même couleur. Ça, c'est vraiment ce qu'a amené l'industrie, c'est la standardisation de la couleur. Qu'est-ce qui se passe si on change de paradigme et on se dit que dans la pile, au lieu d'avoir 10 fois le même orange, on va avoir 10 oranges légèrement différents et on va du coup aller chercher l'orange qui nous convient. Qu'est-ce qui se passe si on sait que ce orange, il provient d'une plante qui a été cultivée d'une manière raisonnée, que les consommations ont été faites différemment? Qu'est-ce qui se passe si on sait que la couleur, dans sa manière dont elle va bouger, évoluer, elle va s'embellir, elle va vieillir différemment? Qu'est-ce qui se passe si on va réparer un vêtement? Et si par la réparation, on va lui amener encore plus de beauté? Voilà. Toutes ces choses-là, je pense que c'est des pistes qui sont extrêmement intéressantes. Et je pense aussi que c'est vraiment l'enjeu du créateur de demain, de se dire, est-ce qu'on peut penser une gamme de couleurs non plus uniquement
pour son aspect esthétique, mais aussi pour sa réalité matérielle? Est-ce qu'un designer, quand il va penser une gamme de couleurs pour un produit, il va se dire, bah, tiens, peut-être que je peux aussi me dire que si ma gamme de couleurs, je vais avoir quelques ponctuels extrêmement vifs et qui demandent de la consommation, et bah, ça va faire vivre encore plus la gamme de couleurs. Qu'est-ce qui se passe si on va tout d'un coup jouer aussi avec les couleurs naturelles des produits, c'est-à-dire sans coloration, quelque chose qui a été totalement écarté de l'industrie. Je pense aux fibres naturellement colorées qui sont complètement écartées. On part toujours du blanc, et même si c'est jamais assez blanc, on va blanchir encore plus pour être sûr de respecter la standardisation. Voilà, toutes ces choses-là sont des vrais questionnements, et il faut que la couleur devienne quelque chose de fort dans l'enseignement artistique et dans l'enseignement du design. Et je pense vraiment que les designers et les artistes de demain peuvent amener le changement, et le changement par l'affectif, et non pas par la culpabilité. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres dans le public, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Est-ce qu'on vous passe un micro? Je vois Marc qui se lève, plein d'entrain et d'enthousiasme. Est-ce que la passe va arriver jusqu'à quelqu'un? Ou est-ce que nous avons été complets ce soir? J'ai l'impression que c'est la deuxième option. Ah non, des questions dans le public. Allez-y. Moi, j'avais une question par rapport pour Clément Bautier. Vous avez beaucoup parlé de la couleur, et on a vu quelques images avec des fourrures végétales. Et moi, je suis avec mon groupe, on est étudiante à l'ENSAMA, et on travaille pour le Mobilier National. Et on est notamment intéressé par votre démarche de fourrure végétale. Et donc, on aimerait en savoir un peu plus, si vous pouvez nous en parler un peu plus. C'est un projet que... Alors, tous les projets que j'ai montrés sur le diapositive, c'est toujours des projets en collaboration, parce que je crois beaucoup aussi en la collaboration. Je pense que faire équipe, faire lien, c'est un peu l'avenir aussi de la création. Donc c'est un projet que je mène avec Antonin Mongin, qui est designer, artisan et chercheur, on s'est rencontrés à l'école, et qui mène un travail absolument incroyable sur la question du cheveu et du poil. Et on s'est rencontrés à un moment en disant comment on peut essayer de mener une collaboration ensemble. Et on a eu cette idée de la fourrure, qui est un sujet majeur dans le textile. En fait, aujourd'hui, on a deux approches de la fourrure. On a donc la fourrure animale, qui aujourd'hui est encore traitée, qui est, on va dire, à peu près acceptable dans l'élevage, on va dire, et on pourrait encore le remettre en question. Et les alternatives qui sont proposées par l'industrie sont toujours des alternatives synthétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fourrures, quand une marque veut travailler sans fourrure, elle propose toujours des fourrures synthétiques. Est-ce l'avenir de demain de travailler avec une matière plastique, particulièrement une fourrure, qui va créer encore plus de microplastiques, qui va très mal vieillir? Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut imaginer une fourrure qui soit pas animale et qui soit complètement végétale? Une fourrure 100% végétale, c'est soit une fourrure sans couleur, soit une fourrure avec de la couleur végétale. Donc on a essayé de travailler là-dessus. Là, je vous ai mis des images. Le premier travail qu'on a fait, qui était un peu évident, ça a été la reproduction. Est-ce qu'on peut reproduire le monde animal? On a commencé avec des fourrures assez classiques, et puis tout d'un coup on s'est dit, est-ce qu'on peut changer de paradigme et dire aller vers des fourrures qui ne sont pas du tout portées, parce que pas intéressantes pour leur souplesse, mais parce que nous on amène une autre matière, donc c'est des matières qui sont 100% naturelles, végétales, et c'est chanvre, lin, rami. On a exclu le coton, parce que moi dans ma pratique le coton c'est absolument interdit. Ensuite, on a varié vers des fourrures complètement synthétiques dans leur couleur, en disant est-ce qu'on peut amener cet aspect non naturel par la couleur? Est-ce que ça peut être intéressant, mais dans des choses très ponctuelles? Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de creuser une question encore plus complexe, c'est-à-dire quand on regarde un poil animal, il n'est jamais de la même couleur, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniforme. Sur un seul poil, on va avoir 2 ou 3, 4 couleurs. Et ça veut dire une autre approche de la coloration. C'est pas de la teinture, c'est de l'impression. Mais c'est de l'impression locale, extrêmement locale. Donc ça, c'est un peu notre sujet de demain. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Et on est sur des fourrures qui sont tissées. Voilà. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas d'encollage, il n'y a rien. Merci.
Bonjour. La question est encore une fois pour Clément Bottier. Vous aviez parlé tout à l'heure des grandes plantations de plantes tinctoriales qui existaient avant l'ère industrielle. Comment ça se passe à l'heure actuelle, notamment pour vos recherches ? Alors là, c'est la question de l'échelle qui est essentielle, parce que je vous disais que je suis un peu fasciné et que je m'intéresse énormément à l'industrie parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, mais l'industrie ne veut pas forcément dire grande échelle. Et donc, pour l'instant, moi, je travaille avec des productions de colorants qui ne sont pas de très grande échelle, donc qui ne posent pas les problématiques qu'on avait au 19e siècle. Et après, tout se pose cette question-là de comment est-ce qu'on peut construire une gamme en prenant en compte ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer de ne pas avoir des gammes qui consomment énormément de colorants ? Est-ce qu'on peut travailler aussi avec des produits verts, des déchets ? Typiquement, il y a plein de choses intéressantes sur les PAM, donc plantes aromatiques et médicinales, qu'on peut réutiliser après les extractions, donc après extraction d'huile essentielle. Il y a énormément de choses à faire en pensant la mesure. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? On a la chance, c'est qu'en France, on est très avantagé sur les productions. Donc, on va avoir des cultures très locales qui fonctionnent un peu sur des AMAP, donc qui sont très intéressantes pour les artisans. Et on va avoir aussi des producteurs d'extraits de plantes et qui, là, du coup, sont intéressants pour les productions industrielles. Donc là, c'est des extraits 100% solubles, comme on a produit et comme on a encore ici au sein de la manufacture, qui permettent de faire des grandes quantités et qui sont produites par des unités de production qui sont les mêmes que les extractions d'huile essentielle. C'est-à-dire quand on extrait l'huile essentielle, avec cette même unité, on peut aussi extraire des colorants. Et là, c'est extrêmement bien pensé et intelligemment fait, c'est-à-dire que c'est des lots qui sont panachés d'année en année pour être sûr d'avoir une unicité de la couleur et qui, du coup, peuvent répondre totalement à des demandes industrielles. Par contre, moi, je défends qu'il ne faut pas avoir l'idée de mettre des productions démesurées. Une année, il y a Levi's qui avait souhaité faire des jeans en indigo naturel, qui avait acheté l'ensemble de la production d'indigo du monde entier pour produire exactement de la même manière. Donc on avait des jeans qui étaient en bleu d'indigo naturel. Les consommateurs ne le savaient pas, c'était à peine marqué sur une étiquette. Là, ça n'a aucun sens. Merci. Alors j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Un grand merci à vous quatre, merci à vous toutes et à vous tous d'être venus ce soir et à très bientôt. Bonne soirée.